Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Politique, le rendez-vous politique du week-end en partenariat avec la Tribune Dimanche. Je salue Lucie à mes côtés et Amandine. Bonjour à vous deux et bonjour à tous ceux qui nous regardent de chez eux, amis téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez participer à cette émission et envoyer vos questions à Thierry Breton grâce au QR code qui s'affiche à la droite de l'écran. Vous scannez avec votre téléphone, vous envoyez votre question et je la relais à l'antenne. Thierry Breton, dans quelques instants, on va parler des États-Unis que vous connaissez évidemment par cœur, vous qui avez pratiqué et l'administration Trump et l'administration Biden avec cette vice-présidence de Kamala Harris, candidate démocrate aujourd'hui. Avant cela, je voulais qu'on dise un mot de l'Espagne. On vient de voir les images effroyables qui nous parviennent. 213 morts, un bilan provisoire encore, car il y a sans doute des centaines de disparus. Le nombre exact de disparus reste inconnu, ce qui laisse présager du pire et peut-être du plus grand drame d'après-guerre en Europe. Les pluies diluviennes, on le voit sur ces images, ont tout emporté dans le sud-est du pays. Et la question qui nous vient, c'est comment est-ce que cela a pu se passer dans un pays comme l'Espagne, qui dispose au fond d'infrastructures à peu près équivalentes à celles de la France. Ça veut dire que nous sommes fragiles, au fond, face au déferlement de la météo et du climat. Merci de poser cette question parce que c'est effectivement un drame absolument invraisemblable auquel nous assistons, auquel nous avons assisté en Espagne. Hélas, ça ne se produit pas qu'en Espagne. On a vu beaucoup d'autres pays qui ont connu des drames à peu près équivalents, peut-être pas avec cette ampleur, due évidemment au réchauffement climatique. On peut penser à certains pays d'Asie du Sud-Est, on peut penser aussi aux États-Unis. Donc ça se produit maintenant partout sur la planète. Alors un point cependant, pour dire évidemment que dès cette tragédie, mais encore une fois invraisemblable, vous avez vu comme nous tous les images et cette violence, la rapidité avec laquelle cette vague est arrivée. Nous avons activé en Europe, je le sais, ce sont mes anciens services qui s'en sont préoccupés tout de suite, notre réseau satellitaire, d'images par satellite, Copernicus, qui a permis de voir tout de suite ce qui se passait. On peut avoir un suivi extrêmement important. Je sais que l'Espagne n'a pas encore activé la demande de soutien européen. Évidemment, on sait que c'est un élément extrêmement important. Il faut le comprendre dans des cas comme ceci, parce qu'évidemment, d'abord, il faut pouvoir accéder évidemment au lieu. Ce que vous me dites, c'est que l'Europe a anticipé ce type de catastrophe sur son continent à travers ces mécanismes. L'Europe a malheureusement l'habitude, j'allais dire, effectivement, du soutien. Le soutien se fait généralement en 3 temps. Le premier, c'est un soutien donc par nos moyens technologiques, satellitaires. Le second, c'est un soutien sur place, en activant encore une fois la clause qui nous permet de le faire et d'appeler les pays volontaires en soutien. Ça vient plutôt lorsque les premières autorités locales ont pu accéder sur les sites et commencer les premiers travaux de première urgence et nécessité. Il faut encadrer la logistique. Et puis il y a ensuite un soutien plus actif à la reconstruction. On n'en est qu'à la première phase. Je ne doute pas que l'Espagne activera la seconde dans les heures ou les jours qui viennent. Et j'imagine ceux qui nous regardent et qui disent ça peut se passer en France et qui disent est-ce qu'il faut s'habituer à ce genre d'épisode ? Mais vous avez raison. Ça se passe, je l'ai dit, malheureusement maintenant à peu près partout sur la planète. Ceux qui doutent encore des conséquences du réchauffement climatique et qui s'imaginent que c'est uniquement la faute à pas de chance, je les invite malgré tout à regarder l'ampleur de ce qui s'est passé. En quelques heures, plus d'une année de précipitations qui sont tombées sur un même lieu. C'est du jamais vu dans notre histoire contemporaine. Ça doit tous nous interroger, en particulier sur notre relation, notre détermination à lutter contre le réchauffement climatique. Amandine. Nous sommes à l'approche, par ailleurs, de l'élection américaine qui aura lieu mardi, pays que vous connaissez très bien, à divers égards d'ailleurs. Vous y avez enseigné à un moment donné. Vous le connaissez aussi parce que vous avez été commissaire européen. Vous avez ferraillé parfois avec les États-Unis. Vous connaissez l'administration Trump comme celle de Joe Biden.
Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent peut-être pourquoi parle-t-on autant de cette élection alors qu'il y en a partout dans le monde et très souvent, en quoi nous concerne-t-elle particulièrement, nous Européens et nous Français? Quelles conséquences aura-t-elle si vous deviez balayer les enjeux très rapidement, que ce soit si Donald Trump est élu ou si Kamala Harris est élue? Elle nous concerne, j'allais dire, dans 3 axes. Le premier, c'est que pour toute notre génération et la génération qui nous entoure, y compris le public qui est ici présent ce matin, nous avons vécu dans un monde, après-guerre évidemment, dans lequel la relation entre les États-Unis et l'Europe était absolument essentielle. C'est une relation qui s'est bâtie évidemment, s'est renforcée considérablement après-guerre. On sait que dans la reconstruction de l'Europe, les États-Unis ont joué et jouent encore un rôle important pour garantir la sécurité, notamment de certains pays. On peut penser à l'Allemagne, on peut penser des pays baltes, on peut penser évidemment des pays d'Europe du Nord, qui, il faut bien dire les choses comme elles sont, n'ont pas investi eux-mêmes. Je parle par la Finlande qui investit beaucoup, et la Pologne aussi qui investit maintenant beaucoup, mais n'ont pas investi comme ils auraient dû le faire en matière de défense, et qui se sont abrités derrière le parapluie américain. Alors on comprend que pour eux, tous les 4 ans, il y a pratiquement une prière de se dire pourvu que ça dure, et on va y revenir. Et aujourd'hui, nous nous éloignons, c'est ça? Et on va y revenir parce que précisément, on connaît notamment certains candidats, et en particulier Donald Trump. On a déjà vécu les 4 années de sa présidence avant celle de M. Biden. Donc, on sait évidemment comment il voit tout ça. La deuxième raison, c'est que c'est aussi un très grand partenaire, et c'est un très grand partenaire commercial. Je tiens à le dire là encore, en Europe, on s'imagine qu'on est le plus important, qu'on est le plus grand. Non, c'est fini. On n'est plus le premier partenaire américain. Il y en a d'autres qui nous supplantent, en particulier, évidemment, le Mexique. Parce que le Mexique sert de plaque de contournement par rapport aux restrictions que l'administration Biden, l'ancienne administration Trump et l'ancienne administration Obama ont mis en regard de la Chine. Donc, évidemment, pour nous, c'est très important de voir dans quel contexte, évidemment, ces relations commerciales vont pouvoir perdurer. Alors là aussi, certains font des géniflexions, prient, pourvu que ça dure, pourvu qu'on ne mette pas des droits de douane. On entend notamment ce que Donald Trump a dit. Il voulait augmenter les droits de douane tous azimuts. Il considère du reste l'Europe, pardon cette expression, comme, entre guillemets, une mini-Chine. Il dit du reste que le plus beau mot de la langue anglaise, c'est le mot tariffs, c'est-à-dire le mot droit de douane. Ça veut tout dire. Et puis la troisième raison, c'est également parce que dans ce qui se passe aujourd'hui en Europe, les États-Unis sont un soutien très important aux côtés des Européens dans la guerre, soutien à l'Ukraine face à la guerre d'agression dont elle est victime de la part de la Russie de Vladimir Poutine. Et là, évidemment, on le sait, il y a un peu une fatigue aux États-Unis de ce soutien. Par parenthèse, je note qu'il y en a aussi en Europe. Ouais. On sait aussi que même si les soutiens à l'Ukraine sont à peu près équivalents en montant, en valeur absolue, du côté européen, 175 milliards, et du côté américain, mais il est clair que si jamais l'un des deux candidats est élu, ça risquerait de se tarir extrêmement rapidement. On sait qu'il a dit, il a annoncé Urbi et Orbi qu'il serait capable d'arrêter cette guerre en 24 heures. On y reviendra. Donc là, mais c'est les 3 raisons, me semble-t-il, pour lesquelles nous sommes concernés en premier chef. Donc Thierry Breton, si je résume, la sécurité, la prospérité et l'avenir de la guerre en Ukraine. Vous avez été commissaire européen de 2019 à 2024. Oui. Vous avez connu les 2 dernières années de Donald Trump en tant que président, et les 3 premières, demi-premières de Kamala Harris, vice-présidente. Est-ce que vous les connaissez déjà tous les deux? Vous les avez rencontrés tous deux? Bien sûr. Personnellement? Alors, Donald Trump, oui. Le président Biden, oui, mais Kamala Harris, de loin. De loin. Et quelle impression on peut vous faire, un Donald Trump, une Kamala Harris? Je vais vous dire les choses très simplement. Dans le monde tel qu'il est. Parce qu'il y a une question d'idée, mais il y a aussi une question de personnage dans cette élection. C'est là-dessus que je voulais venir, si vous le permettez. Dans le monde tel qu'il est, dans le monde qui s'annonce. Oui. Croyez-moi, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais aussi appuyé sur peut-être un tout petit peu l'expérience qui a été la mienne. Nous entrons dans un monde où le leadership, l'expression du leadership, va devenir absolument essentiel. On le voit du reste, vous savez. Aujourd'hui, ceux qui s'expriment fortement sur la planète, que ce soit Xi Jinping, que ce soit Vladimir Poutine, que ce soit Erdogan, que ce soit Donald Trump, que ce soit en Europe quelqu'un comme Viktor Orban, qu'est-ce qu'ils expriment derrière ça? On peut évidemment critiquer, évidemment, on ne le manque pas, les positions des uns et des autres, du leadership. Eh bien, voyez-vous, je me suis battu, puisque vous faites référence à mes 5 années de commissaire, je me suis battu moi-même, de là où j'étais,
à ma place, pour que l'Europe exprime aussi ce leadership. Parce que dans ce monde-là, la seule chose qui se compte, c'est les rapports de force. Alors pas les rapports de force n'importe comment, appuyés évidemment sur ce que nous représentons. Je n'ai cessé de le dire. Oui. L'Europe est le premier marché mondial. L'Europe, c'est 1,5 fois la population des États-Unis, pratiquement. L'Europe est un très grand continent. Il faut qu'on ait conscience de cette Europe, non pas, comme je le disais ce matin dans une interview, que l'Europe soit peut-être... Très bonne interview à nos confrères de la Tribune Dimanche. Parodiée comme étant un dinosaure herbivore entouré de tyrannosaures. Non, l'Europe doit être consciente de sa force et d'assumer son rôle dans les rapports de force. Justement... Avec, précisément, y compris avec les États-Unis, y compris. Et pour être un bon partenaire, il faut savoir ce qu'on apporte, il faut être conscient, le dire à l'autre, mais il faut aussi être assertif dans ses relations. Et c'est comme ça qu'on continuera à être un bon partenaire des États-Unis, comme nous l'avons été depuis 70 ans. Le monde de la naïveté et des bisounours, pardon cette expression, c'est terminé. Justement, parlons un peu de Donald Trump, puisqu'il a, comme Kamala Harris, mais des chances de l'emporter, semble montrer les derniers sondages. Vous dites que ce qui va compter, c'est le leadership. Bien sûr. Lui respecte aujourd'hui assez peu l'Europe, ça semble compliqué. Est-ce que c'est un personnage qui est, avec lequel on peut travailler normalement ? Est-ce qu'il est à vos yeux déraisonnable ? Est-ce qu'on le caricature quand on le présente comme un peu fou, un peu excessif ? Comment est-ce que vous le décririez, vous ? Est-ce qu'il est conforme à l'image qu'il renvoie à la télé pour ceux qui le voient tous les jours en meeting? En un mot, il est transactionnel. C'est-à-dire qu'il est dit du reste. Il a écrit un livre, L'art du deal. Il estime que la vie politique, c'est fait de deals, de transactions. Il est tout sauf multilatéral. Pour lui, le multilatéralisme, c'est terminé. L'OMC, il s'essuie les pieds dessus, pardon cette expression. L'Organisation mondiale du commerce, pour préciser pour ceux qui l'Organisation mondiale du commerce. L'OTAN, on va voir. Je sais ce qu'il a dit. Et j'ai assisté à des réunions dans lesquelles, croyez-moi, il a été peu amène auprès de l'OTAN. Y compris en disant, si jamais vous ne payez pas, je me retire de l'OTAN. Bon, donc, on sait qu'il est transactionnel. Mais voyez-vous, pour être transactionnel, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, eh bien, encore faut-il qu'on soit en face, fort, et qu'on n'ait pas l'impression de dire « Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Avoir des éléments de négociation. Pour l'Europe, la plus grande crainte pour l'Europe, que j'ai moi-même, et que j'ai exprimée dans la tribune ce matin, la plus grande crainte, c'est que si jamais il gagne, on verra bien. Vous savez, on est à 50-50, donc on verra. Les États-Unis, c'est toujours très compliqué, et on verra. Mais si jamais Donald Trump gagne, la plus grande crainte que certains Européens, tels que moi-même, nous pouvons avoir, c'est qu'un certain nombre de pays, et je les ai déjà à peu près en tête, courent à Washington pour aller négocier des accords bilatéraux. Bon, on oublie l'Europe. Non, mais lesquels ? La Hongrie ? Mais non, la Hongrie, c'est différent. Je vais la Pologne, l'Italie ? Mais on se souvient, évidemment, on connaît notre histoire, on connaît l'Europe. On sait parfaitement que, évidemment, les pays d'Europe du Nord sont très sensibilisés à ce qui se passe, et on les comprend, notamment en Ukraine et en Russie, et qu'ils sont à la recherche, évidemment, d'avoir des soutiens. On voit ce qui s'est passé en Moldavie, on voit ce qui s'est passé en Géorgie. Vous pouvez imaginer aujourd'hui, à Vilnius, à Riga ou à Tallinn, les capitales des pays baltes, le sentiment qu'on peut avoir. Et je ne parle pas de la Finlande, qui vient de rejoindre, on le sait, l'OTAN, mais avec ses 1340 kilomètres de frontières avec la Russie, vous imaginez que, comme ils dépendent de la protection de l'OTAN et donc des États-Unis en ce qui concerne l'arme nucléaire, voilà. Donc il faudra, vous savez, énormément de leadership à la tête de nos institutions européennes pour tenir les 27 ensemble et éviter qu'il y ait cette espèce de course qui serait, à mon avis, extraordinairement dommageable. Certains pourraient même dire mortifère pour l'Europe. Donc les moments qui viennent, oui, je le dis, sont existentiels pour l'Europe. On sent par ailleurs que le Donald Trump de 2024 est assez différent du Donald Trump de 2016. Il est beaucoup mieux préparé, il est aussi beaucoup mieux entouré. Et les contre-pouvoirs aux États-Unis se sont affaiblis. C'est le cas de la Cour suprême, c'est le cas de certains médias qui désormais ont abandonné le combat contre Donald Trump. Est-ce que vous pensez que l'homme auquel nous avons affaire aujourd'hui est plus efficace qu'en 2016 et donc plus dangereux ? Alors plus efficace, j'en suis certain, parce qu'évidemment, d'abord, il a appris. On ne sort pas impunément de 4 années de présidence du premier pays de la planète, je parle d'un point de vue économique et militaire. Donc bien sûr qu'il est plus efficace, il connaît les mécanismes, il connaît aussi les interactions qu'il peut avoir avec ses grands interlocuteurs. Il connaît pratiquement tous les grands interlocuteurs de la planète, que ce soit Xi Jinping, on ne va pas en parler de Poutine évidemment, les Européens, de Viktor Orban,
Viktor Orban va jouer un rôle, si c'est lui, je le dis de façon très claire. Quand Donald Trump appelle quelqu'un en Europe, c'est Viktor Orban et pas von der Leyen. C'est exactement ce que je disais ce matin dans la tribune. Oui, il faut le savoir. Alors on peut le regretter, on peut dire mais c'est affreux, on peut dire mais c'est pas possible. S'il veut connaître quelque chose sur l'Europe, il n'appelle pas la présidente du Parlement européen, il n'appelle pas la présidente de la Commission européenne, ni même le président du Conseil, il appelle une personne, c'est Viktor Orban. Donc c'est comme ça. Et donc l'Union européenne n'a plus moyen de peser. Non. On peut peser, encore une fois, si jamais nous-mêmes, nous exerçons notre leadership. Il va falloir un leadership immense, énorme, infaillible pour nos institutions européennes, en particulier le Parlement, la Commission et le Conseil, précisément pour faire face à tout ça. Mais pour répondre à votre question, qui était effectivement, est-ce qu'il est mieux préparé? Il va également, il connaît beaucoup de monde maintenant, vous l'avez noté implicitement dans votre question, en 2016, le monde des affaires était violemment opposé, voire tétanisé par son arrivée. Moi, je suis surpris, dans toutes les interactions que j'ai avec l'ensemble de mes correspondants, de constater qu'aujourd'hui, le monde des affaires dans son ensemble, américain, il est beaucoup plus neutre, que ce soit, vous faisiez référence bien entendu à la Silicon Valley, mais aussi à Wall Street. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'aux États-Unis, il faut jamais oublier que ce qui fait aussi une élection, c'est l'économie. Et que c'est vrai, force est de constater que, et c'est certainement pas, croyez-moi, la position qu'ils vont prendre par rapport à l'Europe. Kamala Harris n'a même pas prononcé le mot Europe pendant sa campagne. Quant à Trump, on a dit ce qu'il en disait tout à l'heure. Mais en revanche, pour l'économie, c'est un élément absolument majeur. Il a un programme économique assez simple, j'allais même dire simpliste. En tout cas, il est clair. Il plaît à une certaine partie, effectivement, du monde des affaires. Kamala Harris, de son côté, a un programme qui était plus compliqué, moins compréhensible. Et puis derrière, il y a un point qui est très important, qu'on ne mesure peut-être pas suffisamment nous-mêmes en Europe ici, c'est le rôle que joue l'inflation aux États-Unis. Alors, on a d'un côté les États-Unis... Une économie qui va bien globalement, voilà, mais où j'allais le dire, les 20% d'inflation depuis 2019 ont davantage marqué la campagne que depuis 2021. Elle va bien, le chômage n'a jamais été aussi bas, l'activité est très dynamique, la réindustrialisation, grâce notamment à l'Inflation Reduction Act, l'IRA, est en mouvement. Donc, paradoxalement, l'économie américaine va beaucoup mieux à la fin du mandat de M. Biden qu'à son début, mais l'opinion publique américaine, et notamment celle des classes moyennes, ne le ressent pas parce qu'elle est très sensible à l'inflation. On sait qu'aux États-Unis, les classes moyennes vivent essentiellement en empruntant, la notion de prêt est majeure, et comme ils ont emprunté avec des taux d'intérêt très élevés, et que l'inflation était très élevée, donc elle souffre, elle a souffert évidemment après le Covid, l'inflation est montée jusqu'à 20%, elle a souffert et elle souffre encore, et ça peut être un élément important dans le choix in fine des électrices et des électeurs américains. Thierry Breton, depuis quelques minutes, je vous ai entendu dire à plusieurs reprises qu'il faudra du leadership européen. Tiens, Émeric qui nous regarde vous envoie une question, il vous dit quelle doit être la réponse de l'Europe si Donald Trump monte les taxes douanières de nos produits à 30 ou 50% comme il le dit? Non mais, je crois que c'était 10-20 plus exactement, mais... Oui, il a dit souvent. Remarquez, il vient de faire 100%. Ça reste beaucoup. L'administration Biden vient de faire 100% pour les voitures électriques. Quelle doit être la réponse de l'Europe? Est-ce qu'il faudra nous aussi augmenter, par exemple, les taxes douanières sur les importations américaines? Quand on est dans une logique transactionnelle, bien, il faut montrer ses muscles. Et donc, on ne peut pas à la fois prier pour qu'on vienne nous défendre et dire, bah oui, mais à n'importe quel prix, de l'autre côté, dire, bah voilà, regardez comme c'est fort. Mais ça veut dire quoi, monter ses muscles? Augmenter nous aussi les taxes? Ça veut dire, d'une part, continuer à augmenter très rapidement, comme j'avais commencé à le faire, c'était dans ma responsabilité, la capacité d'augmenter la production de notre appareil de défense en Europe, et notamment notre appareil industriel. C'est très important pour prendre notre destin en main et démontrer qu'on ne dépend plus de façon artificielle d'un pays aussi grand soit-il, aussi allié soit-il que les États-Unis pour notre propre sécurité. C'est essentiel, il faut envoyer ce signal tout de suite. On n'a pas le temps de faire encore des études, des livres blancs, des je ne sais quoi. On a fait tout ce travail-là. Il faut maintenant l'implémenter le plus rapidement possible. Produire. C'est le premier axe. Mais le second sera crédible que si le premier est clairement engagé. Le second, c'est évidemment avoir une réponse de notre côté. Donc, les échanges bilatéraux commerciaux, c'est fait aussi à coup de crainte. Si tu m'augmentes les voitures, je t'augmente le cognac. On connaît la musique ou le champagne. Très bien. Donc, il faut aussi préparer ça. Mais je le dis de façon très claire. C'est pas une simple task force
je sais qu'il y en a qui sont maintenant au travail, qui va régler le problème, c'est du leadership et la démonstration, y compris sur les géants du numérique. Je vais décrypter ce que vous dites, Thierry Breton, parce que sur la task force, c'est la communication de Bruxelles et de la Commission européenne de dire on est prêt, on a une équipe qui est en train d'envisager la victoire de Trump. Ça ne suffit pas. Il faut démontrer que dans son ensemble, y compris sur les géants du numérique, nous avons réussi quelque chose ensemble de tout à fait inédit, qui est de mettre enfin une vraie régulation pour dire aux GAFA, on n'est pas à votre main, mais quand vous venez en Europe, eh bien vous devez respecter nos lois européennes pour protéger nos concitoyens européens, nos enfants et nos entreprises. Il va falloir continuer encore plus fermement. C'est uniquement le respect, encore une fois, de ces règles, qui sont des règles, je le rappelle maintenant, démocratiques, qui ont été votées par nos co-législateurs, qu'il faudra faire appliquer avec force. C'est dans ce contexte que, oui, on pourra continuer à être des bons partenaires et des bons alliés. Amandine ? Oui, Thierry Breton, l'opinion française, en tout cas, a choisi, si on regarde les sondages, elle souhaite très, très majoritairement une victoire aujourd'hui de Kamala Harris. Sondage est là pour BFM TV. 64% des Français souhaitent l'élection de la candidate démocrate. 13% soutiennent Donald Trump, parmi lesquels, chez nos responsables politiques, Éric Ciotti ou Jordan Bardella du Rassemblement national, qui ne dit pas qu'il est en faveur de Trump, mais qui dit, par exemple, je le cite, le patriotisme de ces dirigeants politiques qui font passer l'intérêt des leurs et l'intérêt de leur pays et de leur nation avant celui des autres lui plaît. Qu'est-ce que vous répondez à ces dirigeants français qui souhaiteraient davantage voir Trump passer Non mais, d'abord, Jordan Bardella est... Vous les comprenez ou... D'abord, Jordan Bardella est assez proche des positions de... C'est pas la première fois, du reste, que je le constate, de Mme Meloni, qui dit exactement la même chose. Quant à Mme Le Pen, sa patronne, elle est plutôt plus proche des thèses de M. Orban. Alors on verra bien ensuite comment tout ça peut fonctionner. Mais... Ça reste trumpiste dans les deux cas. Oui, mais vous voyez... Pas de la même façon et pas avec les mêmes mots. La question de façon un peu soft ou de façon un peu plus marquée. Mais derrière, voyez-vous, d'abord ce que je voudrais dire, c'est qu'en Europe, la Hongrie s'est clairement exprimée. Je crois qu'on ne peut pas le faire plus clairement. Il semble même que M. Orban a parlé de bouteille de champagne. De déboucher le champagne si je suis du reste allé le voir il y a 15 jours. J'ai passé beaucoup de temps avec lui en tête-à-tête. C'est important parce qu'il faut parler avec tout le monde en Europe. On ne peut pas aller dire, tiens, je vais parler uniquement avec un tel ou un tel. On est 27. Il faut parler avec tout le monde en Europe. Même si on n'est pas d'accord. J'allais dire surtout si on n'est pas d'accord avec tout ça. Et c'est vrai que je sais qu'il est très en contact avec M. Trump. Mais vous avez M. Fito, qui est le Premier ministre slovaque. Mais vous risquez d'avoir M. Janša, qui risque de redevenir le Premier ministre slovène. Vous avez le Premier ministre peut-être aussi qui va changer en Tchéquie. Mais alors, donc, vous avez également des positions qui ont été prises, on le sait, dans des gouvernements qui sont très à droite, voire un peu plus. Je fais allusion en particulier à la Suède. Donc vous avez un certain nombre. Vous avez l'Italie. La place de la France d'Emmanuel Macron. On va peser quoi que ce soit dans la discussion avec Donald Trump. Encore une fois, c'est pas où, c'est et. Et donc il faut, parce que c'est notre démocratie, on est ce qu'on est, il faut respecter ce que nous sommes, mais il faut avoir un projet ensemble. Et pour tous, parce que je leur ai parlé à tous, croyez-moi, pour tous. Oui, mais les Français se demandent aussi dans notre relation personnelle, entre guillemets. La France avec les États-Unis, la France d'Emmanuel Macron ne sera plus du tout un interlocuteur privilégié. Mais non, détrompez-vous, parce que, et du reste, je veux pas... C'est amusant, parce que lorsque je parlais de ces questions avec Viktor Orban, il me disait, au fond, c'est sa vision des choses, je le dis, mais au fond, il y aura 3 personnes qui comptent en Europe, me dit-il, c'est ce que je dis à M. Trump. Alors, il se met à part, ou il se met dans les 3. Puis il dit, il y a le chancelier allemand et le président français. Voilà la vision. Donc, alors, c'est pas du tout celle que je défends, évidemment, parce que l'Europe, c'est 27, c'est pas 3. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, d'abord, la France sera toujours la France. La France est une puissance dotée, c'est-à-dire qui dispose de l'arme nucléaire. On est le seul, encore une fois, sur le continent, parmi les 27. Ça nous donne évidemment une position qui est un peu différente. Et il faut en être conscient. Il faut aussi que les autres, les 26 autres, en soient conscients. Mais c'est comme ça que ça risque d'être vu, et non pas de parler directement avec nos institutions. Personnellement, de là où je suis, évidemment, je ne suis plus commissaire, mais je me battrai pour que les institutions soient respectées. C'est très important pour notre démocratie. Les institutions, je le rappelle, c'est le Parlement européen, c'est le Conseil européen et c'est la Commission européenne. Donc si on n'y veille pas, évidemment, le plus grand, je dirais, risque pour nous en Europe, c'est d'avoir une fragmentation par rapport justement
à ceux qui voudront se positionner différemment aux États-Unis. Je le rappelle, notre économie, elle est intégrée. On l'a démontré pendant les vaccins et pendant la crise du Covid. Notre économie, elle est forte que si jamais nous avons un marché intérieur qui est assertif par rapport à ce qu'il représente d'intérêt pour les autres. On doit rester ouvert, mais avec nos conditions maintenant clairement exprimées. On l'a fait, je l'ai rappelé tout à l'heure, pour les règles du numérique. Ils doivent maintenant se plier à nos règles et non pas l'inverse. On l'a fait pour les semi-conducteurs. On le fait pour l'industrie propre. Voilà, il faut continuer. Et peut-être dire un mot important du rapport Draghi, qui nous invite, on va y venir dans quelques instants, Thierry Breton. À le faire ensemble. On va prendre le temps pour parler du rapport Draghi, mais avant sur le numérique, Lucie Robquin, justement. Oui, il y a une personne qui a pris une place prépondérante dans cette campagne ces dernières semaines, c'est Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et de X, qu'on appelait Twitter à l'époque. Donc c'est un fervent soutien de Donald Trump. Il a versé beaucoup d'argent aux Américains qui acceptaient de s'inscrire sur les listes électorales. Cet homme est-il dangereux? C'est, comme vous le disiez, c'est le seul patron américain qui a pris ouvertement parti dans cette campagne. Représente-t-il un danger pour la démocratie américaine? Non, je ne peux pas dire qu'un homme et encore moins un seul patron est un danger à lui tout seul. Donc je n'irai pas dans cette voie-là. C'est incontestable qu'il a joué un rôle, il joue un rôle important, disons, dans cette fin de campagne. Vous savez, on disait, Donald Trump, je disais qu'il est transactionnel, il est aussi... il est un peu opportuniste, et c'est normal dans une campagne. Il a reçu, c'était quasiment comme sur un plateau, donc le soutien un peu inattendu pour certains de Elon Musk. Je dis inattendu parce que il avait affiché un soutien très ferme au candidat démocrate. Il a longtemps été démocrate auparavant, voilà, et de façon assez marquée. Donc maintenant, il vient de changer. C'est évidemment son droit. Bon, il le fait avec ses méthodes. Alors j'ai cru voir que payer des électeurs, c'est son aller aux limites de la démocratie. Certains juges avaient des interrogations sur la légalité du processus, mais ça, bien entendu, on n'interfère pas dans les élections américaines. On va laisser ceux qui sont chargés de nous dire ce qu'il en est. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va jouer? Peut-être, mais vous savez, Elon Musk est un très grand entrepreneur. Tout le monde le sait. Beaucoup sont interrogés sur la raison pour laquelle il avait acheté Twitter, enfin devenu X. Moi, je me suis jamais posé de questions parce que voilà, c'était son droit d'actionnaire. Il est devenu le premier actionnaire et unique du reste. Il avait payé X à l'époque très cher, c'était 44 milliards de dollars. Maintenant, certains disent que ça en vaut même pas la moitié. Mais il est l'homme le plus suivi de la planète sur X. Il a maintenant 202 millions de followers. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'il essaye de faire de la politique? Qu'il veut peser dans la politique? Il l'a acheté pour ça? Oui, je pense que clairement, il l'exprime du reste. Il veut peser. C'est clair, il veut peser. Bon, d'autres pèsent, et chacun pèse dans son univers. Et aux États-Unis ou partout dans le monde? Est-ce que ça vous inquiète, par exemple, en Europe, sur des élections à venir? Nous avons une régulation qu'il doit suivre parce qu'il est propriétaire d'une plateforme qui s'appelle X et qui est une très grande plateforme puisqu'elle a plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe. Donc, elle doit suivre de façon très stricte les régulations. Avant que je ne parte, j'avais ouvert des enquêtes. Il y avait des manquements très clairs sur X. Je ne sais plus ce qu'il en est maintenant et je n'ai plus à me prononcer, donc je ne le ferai pas. Je sais que les équipes, donc, avant que je ne parte, avaient commencé à instruire de façon extrêmement claire et ferme ces cas. On verra bien. Mais ce qui est certain, c'est que X, comme toutes les plateformes qui opèrent en Europe, doivent respecter la loi européenne, non pas, et je le dis très clairement, en ce qui concerne l'origination des contenus. La parole est libre. Ce qui est régulé, c'est que, vous pouvez dire n'importe quoi, vous n'avez pas le droit de dire des choses qui sont interdites par la loi, y compris dans l'espace physique. En d'autres termes, dans l'espace physique, vous n'avez pas le droit de proférer des propos antisémites, par exemple. Vous n'avez pas le droit non plus, c'est condamnable, c'est même pénalement condamnable. De le faire sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas le droit de le faire sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la loi. Mais s'il ne respecte pas, il se passe quoi? Mais juste un point, ce que nous avons régulé, ce qui est très important, c'est que quand une phrase, quand un élément est prononcé, la façon dont il est amplifié peut créer. Et donc on contrôle, on régule l'amplification. Et cette amplification, eh bien, elle est contrôlée en Europe. Et chacun doit le respecter, y compris M. Musk, et je le lui ai rappelé. Mais justement, s'il fait vraiment n'importe quoi, théoriquement, je crois que l'Europe peut interdire la plateforme X. C'est-à-dire, pour être précise, en cas de violation grave et répétée des règles en matière de modération des contenus, Twitter peut être, X aujourd'hui peut être interdit en Europe. Est-ce qu'on parle de quelque chose de purement théorique
ou pas? Dans les faits, Non, on voit c'est mal... absolument pas théorique, car ce sont encore une fois des sanctions qui ont été prévues par les colégislateurs. C'est pas par Thierry Breton, même si j'ai porté cette loi. C'est les colégislateurs qui se sont emparés des lois que nous avions proposées avec mes collaborateurs, qui ont été votées, amendées par le Parlement, votées, amendées par le Conseil européen, et qui stipulent évidemment, à partir du moment où il y a une loi, il faut avoir des sanctions. Sanctions, c'est 6% du chiffre d'affaires mondial, global. Attention, global est important. Des amendes. Donc des amendes, c'est très important. Et s'il y a répétition, effectivement, un juge peut alors se prononcer en fonction de la répétition et de la gravité des propos, peut se prononcer pour des interdictions momentanées ou plus, donc du réseau. Donc tout ceci fait partie maintenant de la loi. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais aller le voir pour lui expliquer avant qu'il n'achète. Ouais. Attention, voilà ce qu'il a. Il m'a dit, mais je comprends parfaitement et je respecte. Donc, il est transactionnel lui aussi ? Non, pas du tout. Il n'est pas transactionnel. Il s'exprime avec les mots d'aujourd'hui. Je l'ai fait moi-même aussi parce qu'on doit vivre avec son temps. Mais il connaît parfaitement la loi. Et lorsqu'on la lui rappelle, comme ça a été le cas au Brésil, à la fin, il la respecte. Le Brésil qui a fini par interdire X. Encore faut-il, en face, le rappeler avec la fermeté qui est nécessaire, appuyée par la force de nos institutions et la force de notre démocratie qui a voté dans les deux chambres ces lois qui devront être respectées. Thierry Breton, on a beaucoup parlé de Donald Trump depuis le début de cette émission. Naturellement, nous et vous êtes assez peu venus sur Kamala Harris. Pourquoi ? Parce qu'on ne la connaît pas. Enfin, au terme de cette campagne, on se dit que finalement, on sait beaucoup plus de choses d'elle que de ce qu'elle veut faire. D'abord, le rôle de vice-président des États-Unis, c'est pas un rôle facile. Hein. Oui. Pas un rôle facile parce que vous ne devez pas faire d'ombre au président, bien entendu. C'est un conseil que je donnerai à tout le monde dans quelque institution que ce soit. Et par ailleurs, vous devez être prêt, disposé, en cas de besoin, à le remplacer au pied levé si malheur arrivait. Donc, c'est un rôle qui est compliqué. Alors là, il y a une petite nuance qui est intéressante, parce que donc finalement, c'est pas étonnant qu'on n'entende pas trop les vice-présidents des États-Unis. Mais y compris sur la campagne. Plusieurs mois qu'elle pourrait prendre la lumière. J'ai juste un point qui m'avait toujours un peu interpellé, c'est que là, elle a eu un dossier opérationnel. J'ai jamais compris si c'était un cadeau ou pas un cadeau qui lui avait été fait, parce que du coup, elle pouvait s'exprimer. L'un des sujets majeurs aussi aux États-Unis, on n'en a pas parlé, c'est le sujet de l'immigration. Ouais. Il y a 3,5 millions d'immigrés illégaux. Qui est l'un des sujets au cœur de la campagne, qui était le dossier de Kamala Harris lorsqu'elle était vice-présidente. Les États-Unis, ils ont la chance, si je peux le dire comme ça, de n'avoir qu'une frontière. L'immigration, elle ne vient pas du Canada, elle vient du Mexique. Vous imaginez pour nous. Alors nous, on a 10 fois moins à peu près d'immigrés illégaux. Je dis ça aussi pour mettre en perspective ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Je ne minimise pas du tout ce qui se passe en Europe, mais eux, c'est 10 fois plus que pour nous. Donc c'est un sujet majeur dans la campagne présidentielle. Qui était son dossier en tant que vice-présidente. C'était son dossier. Elle était censée le régler. Bon, donc là, déjà, elle part avec, je dirais, un petit handicap, parce qu'évidemment, dans les discussions, Madame Harris, qu'avez-vous fait ? Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je ne vais pas revenir sur les conditions de sa déclaration de campagne. On a vu que ça a patiné un petit peu au début. Elle n'a pas pu avoir tout le soutien des démocrates. Monsieur Obama, il y a un peu de temps pour rendre ça audible, à la suivre. Pour rendre ça compréhensible pour nos téléspectateurs, si on devait la comparer à un politique français, sur l'échiquier politique français, elle se situerait où, une Kamala Harris ? Je crois qu'elle est clairement, pour nous, elle est au centre-gauche, mais voilà, mais pas plus loin. Hein. Du reste, ni d'un côté ni de l'autre. Mais elle est ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'elle ne parle jamais d'Europe. Hein, vous l'avez souligné encore ce matin à la tribune. Donc c'est finalement pas si bon signe de... non, mais ça veut dire aussi que... On espère Kamala Harris, mais il n'y a pas de raison... Mais vous savez, Madame Roetquin, quand le président Biden est devenu président des États-Unis, je peux vous livrer cette petite anecdote. Il y a beaucoup à la Commission européenne et d'une façon générale dans les institutions européennes, pour reprendre la métaphore de M. Orban, ont débouché le champagne. Ça, je peux vous le dire. Et donc, tout le monde s'était ouf, voilà, on va enfin avoir des relations normalisées. Mais enfin, très vite, on a eu l'Afghanistan, et on s'est dit, on est là, nous aussi. Le retrait unilatéral des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on nous fait, un coup de poignard dans le dos? Je vais expliquer à chaque fois ce que c'est. Alors, l'Afghanistan, c'est le retrait unilatéral des Américains d'Afghanistan. AUKUS, c'est la vente de sous-marins en Australie. Encore une fois, que la France avait gagné avec l'Australie et qui a été défaite avec, du reste, je dirais, la complicité, on peut le dire, des États-Unis pour reprendre ce contrat.
président de la République, à juste titre, a manifesté son mécontentement. Il y a eu ensuite l'Inflation Reduction Act, nuitamment déclaré donc, un paquet de mesures protectionnistes pour attirer massivement les entreprises européennes et leur faire un pont d'or pour venir s'installer aux États-Unis au détriment de l'intérêt des Européens. Donc on a l'habitude. Donc la relation privilégiée entre les États-Unis et l'Europe, c'est fini définitivement. Mais cette relation, elle est là, elle est ce qu'elle est. Mais pardon de le dire, et à charge pour nous de démontrer le contraire du reste. Hein. Moi, je ne me résigne absolument pas, et vous le voyez dans la discussion que nous avons ce matin. J'estime qu'il faut être au combat, au contraire, pour montrer qu'on est important, pour montrer qu'on travaille ensemble, pour montrer que 350 millions quelque part et 450 millions de l'autre côté, ça fait 800 millions d'habitants. Ensemble, on représente 10% de la planète, mais on a des valeurs communes, mais on a peut-être une vision à peu près similaire. Donc il faut travailler ensemble. Oui, mais pour ça, il faut être fort. Oui, mais en résumé, sur Kamala Harris, c'est l'Amérique d'abord aussi quand même. Bien sûr, c'est peut-être un peu des illusions sur. Vous avez raison. C'est l'Amérique d'abord soft, et puis vous avez l'Amérique d'abord hard. Voilà. Donc, mais c'est ça qui est devant nous. Donc, ce sera tout aussi dur pour nous, en fait, Européens, de travailler malgré tout avec Kamala Harris. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. On avait commencé à le faire. Est-ce qu'on a été trop naïf jusque-là ? Mais bien sûr qu'on a été trop naïf. Mais notamment Emmanuel Macron, premier mandat. Je pense qu'on a été trop naïf. Je pense, encore une fois, c'est tous ceux qui ont vécu, et on peut parler de l'Allemagne, vraiment avec ce mythe que finalement on pouvait continuer à avoir une Europe, et je ne porte pas de jugement sur l'Allemagne, je comprends parfaitement, et c'était très compliqué cette reconstruction européenne que nous avons bâtie pas à pas, jour après jour, pour nous sortir de la situation dans laquelle nous étions tous au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai que l'Allemagne en particulier, premier pays européen, c'est pas injure que de dire qu'elle dépend massivement du soutien américain pour sa propre défense. Il faut changer. Il y a des velléités de le faire. Et pour ça, il faut encore une fois, je le redis, pardon, je vais peut-être me répéter, mais il faut du leadership. Il faut vraiment aller de l'avant. Et c'est vrai que si on va mettre des cierges en disant on préfère tel candidat plutôt que tel autre, et ensuite soit on sera sauvé, soit ce sera une catastrophe. Non, l'Europe aujourd'hui est au pied du mur. Le risque de cette élection américaine, c'est que les États-Unis interrompent leur soutien à l'Ukraine. Donald Trump l'a clairement évoqué. Kamala Harris est à peine plus ambiguë. Est-ce que Volodymyr Zelensky a encore une chance de gagner cette guerre si les États-Unis stoppent leur soutien ? Volodymyr Zelensky ne se fait aucune illusion. Hein. Il est allé faire son tour d'Europe et du monde pour expliquer son plan pour la paix. L'administration Biden, quand vous allez à Kiev, n'a pas de très bonne presse, hein, parce qu'ils estiment... ils ont mis beaucoup d'argent dans cette Ils ont mis beaucoup d'argent, mais ils estiment qu'ils n'en ont pas fait assez. Et vous parlez de Volodymyr Zelensky, on l'a entendu le dire. Certains, comme le conseiller spécial à la sécurité de M. Biden, comme Jack Sullivan, en joue un rôle important. Et je sais que les Ukrainiens trouvent qu'il n'en fait pas assez. Enfin voilà, donc on sait, tout ceci est quand même assez nuancé. Il n'en demeure pas moins que ce soit du reste. Alors d'abord, on va parler des démocrates. Les démocrates aussi, on sait que ça a été difficile. Oui, le Congrès ne veut plus soutenir la guerre en Ukraine. Le vote au Congrès, dont vous parlez. Voilà, ça a été très difficile d'obtenir le soutien pour le dernier paquet de financement. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de lassitude. Alors elle sera. Mais est-ce que l'Ukraine peut gagner sans les Américains ? Mais non, je crois que l'Ukraine aujourd'hui a besoin d'un soutien complet des Occidentaux. On le sait. Ou alors à charge pour nous de remplacer les Américains. Peut compenser, mais je crois qu'il faut quand même dire les choses de façon extrêmement claire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une dynamique politique, un consensus politique pour faire en sorte que, au cas où les États-Unis réduiraient significativement leur soutien à l'Ukraine, ceci soit remplacé par l'augmentation massive d'un soutien en Europe, il y aurait la possibilité économique de le faire. Il y aurait la possibilité, je le dis. C'est clair. C'est 250 milliards. Oui, mais on a la possibilité. On est quand même la deuxième économie du monde. On a vraiment la possibilité, deuxième ou troisième avec la Chine. On a maintenant la possibilité vraiment de le faire. C'est un pouillème de notre PIB européen. Ouais. On peut le faire. Est-ce qu'il y aura la volonté politique de le faire ? Eh bien, interrogez maintenant les 3 présidents de nos institutions européennes pour savoir quel sera leur plan. C'est la présidente de la Commission, la présidente du Parlement et le président du Conseil qui seront au pied du mur et qui devront nous apporter cette réponse. On verra ce qu'elle est. Mais je peux vous dire qu'il faudra beaucoup de leadership pour maintenir unis les 27 après le 5 novembre. Sur ce dossier, comme sur d'autres. On a longtemps dit que le couple franco-allemand, c'était un peu le moteur de l'Europe, et ce moteur apparaît un peu comme encrassé. On entend dire qu'en Allemagne, il peut y avoir des élections anticipées. La coalition
vraisemblablement vu ces dernières heures. En France, une absence de majorité à l'Assemblée nationale et un gouvernement menacé d'être renversé à tout instant. C'est la situation politique. Est-ce que l'Europe va mal aussi parce que, et du côté français et du côté allemand, ça ne va pas bien? Non mais, vous avez parfaitement raison de dire que même si, et je parle en tant qu'ancien commissaire européen, donc nous sommes très attentifs, encore une fois, quand on est commissaire européen, à veiller à respecter l'ensemble des 27, et je rappelle que les traités sont extrêmement clairs, un commissaire, une voix, quelle que soit la taille du pays, il n'y a pas de hiérarchie du reste entre nous, mais il y a, encore une fois, le poids que nous représentons, parce que c'est comme, toutes choses étant égales par ailleurs, un sénateur aux États-Unis, qu'il soit sénateur du Delaware ou sénateur du Texas, il a la même voix. Bon, pour nous, c'est pareil. Bon, ceci dit, il y a effectivement un poids économique et un poids aussi démographique très fort. De la France et de l'Allemagne. Entre les États-Unis, entre l'Allemagne et nous-mêmes, la France, on représente plus de 40% du PIB européen. C'est évidemment un poids extrêmement important. Et donc, on sait que ce couple franco-allemand, ce moteur franco-allemand, c'est une condition pas suffisante, c'est une condition nécessaire au bon fonctionnement de l'Europe. Mais vous en convenez que politiquement, il ne va pas bien. Vous avez raison. Et je sais qu'on aimerait se dire autre chose. C'est un peu comme notre relation avec les États-Unis. On aimerait la voir différemment. Écoutez, je suis là pour dire les choses. Je l'ai toujours dit pendant que j'étais commissaire, je le dis après. Non, la relation franco-allemande n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Je le dis de façon très claire. C'est un sujet de préoccupation majeure pour moi et pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'effectivement, alors vous l'avez rappelé, on a des tas de raisons. D'abord, l'Allemagne, on va commencer par l'Allemagne, et voit son modèle économique, son triptyque économique que vous connaissez bien, dépendance des États-Unis, on en a parlé, pour sa défense, dépendance de la Chine pour ses excédents commerciaux et donc sa profitabilité, dépendance à la Russie pour son énergie pas chère, tout ça a volé en éclats. L'Allemagne a une industrie, et là encore, c'est pas injure que de le dire, qui va mal aussi. Non, mais elle était plutôt tournée, c'était une industrie du XXe siècle, où on a poussé, c'était magnifique, en étant les premiers en chimie. Mais qui va mal aujourd'hui. Les premiers dans l'automobile. La chimie, ça ne va plus. L'automobile, ça ne va plus. C'est plus une industrie du 21e siècle. Il faut donc faire une transition, et l'Allemagne doit faire cette transition extrêmement importante, alors que le triptyque dont je viens de parler vient de s'effondrer. Quant à la France, vous le dites tous les jours, vous voyez la situation dans laquelle nous sommes, vous voyez la situation dans laquelle nous a plongé effectivement donc la dissolution, la recherche maintenant d'un apprentissage progressif aux logiques de coalition qui est très important, avec difficulté. Le Premier ministre fait un travail remarquable dans ce domaine, mais et vous a consulté le Premier ministre, par exemple, il vient de très loin. Il vient de très très loin. Pour son budget, non? Non, mais j'ai pas à te consulter. Bon, vous avez été ministre de l'économie et des finances, commissaire européen, il aurait pu. Mais comme je m'exprime un tout petit peu sur les plateaux, peut-être écoute-t-il ce que je dis, je ne sais pas, je sors de ma condition. Mais bien sûr que non, et c'est pas la question. La question, là, encore une fois, c'est que nous avons aujourd'hui, vous avez raison de le dire, les deux principaux pays de l'Europe qui sont dans ces phases, évidemment, je dirais, de retournement. L'Allemagne, quand même, ça va être peut-être la deuxième année consécutive où elle est en récession. C'était un élément majeur. Mais je le dis aussi, il faut y veiller, puisqu'on parle aussi un peu d'Europe. Il faut faire attention. C'est pas parce que l'Allemagne va mal que toutes les politiques économiques et les politiques de soutien doivent être évidemment accaparées par l'Allemagne. Je sais que certains, en particulier à Bruxelles, ont un peu cette tendance, ou voudraient avoir cette tendance. Je ne jette la pierre à personne, mais en disant, finalement, si on règle le problème allemand, on réglera par effet de bord le problème dans les autres pays européens. Non, l'Europe, c'est pas ça. Donc il faut, là encore aussi, exprimer avec force, et pour tous les autres pays, être respecté. Ne pas avoir une hégémonie d'un pays par rapport à d'autres. Chacun doit pouvoir se faire entendre. Sans ça, il n'y a plus d'Europe. Et parlons maintenant de la santé économique de la France, puisque vous avez commencé à aborder ce que faisait Michel Barnier. Il y a un plan d'économie massif de 60 milliards d'euros. Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a certaines mesures qui vous plaisent ou vous choquent? Non mais Michel Barnier est arrivé, je l'ai dit, pardon cette expression un peu triviale, mais en pompier un peu quelque part, parce que il est arrivé, il fallait qu'il fasse un budget en 2 semaines, alors que c'est le budget, les observateurs s'accordent pour le dire. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est le budget le plus compliqué à faire, parce qu'évidemment, on peut quand même pas vivre à 6% de déficit et être le plus mauvais élève de l'Europe, lorsqu'on est par ailleurs l'un des pays membres fondateurs, l'un des pères de l'Europe. C'est pas possible de ne pas respecter les traités pour soi et de demander aux autres de suivre des logiques européennes. Ça ne marche pas. Voilà, ça marche pas. Donc il faut également, parce que 6% de déficit, c'est quand même à peu près 180 milliards d'euros de dépensés en plus que ce qu'on gagne. Et donc, si c'est dépensé en plus, ça va dans la dette.
Donc c'est plus tenable, c'est plus viable. Alors, et néanmoins, on voit que les parlementaires ont largement réduit l'effort dont parle Amandine, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à certaines hausses d'impôts, à certaines économies. Est-ce que vous estimez que ces parlementaires sont irresponsables? Mais Madame Robkin, c'est là un sujet absolument majeur. C'est un drame, c'est l'un des drames de notre pays. Le président de la République nous a dit, et il n'y a aucune raison de ne pas le croire, qu'il a souhaité la dissolution parce qu'il s'attendait, et on voit qu'il avait raison, à des discussions budgétaires compliquées au mois de septembre, qui pouvaient risquer d'aller jusqu'à la motion de censure et que celle-ci soit suivie des faits avec donc une dissolution de fait. Donc il a anticipé. Très bien. On a eu des élections législatives. Oui. Mais moi je me disais naïvement, j'étais encore à l'époque commissaire européen, donc je voyais ça de Bruxelles. Je me disais, enfin, pendant ces élections, on va expliquer ce qu'il faut qu'on fasse pour suivre la raison pour laquelle le président de la République a dissous. Mais les bras m'en sont tombés. Tous les partis politiques, je dis bien tous, y compris ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, sont venus avec des idées supplémentaires de dépenses. On a très peu parlé de déficit, effectivement, pendant la campagne. Et comment on sort de cette irresponsabilité? Mais c'est ça notre pays. Comment on en sort? Mais c'est absolument incroyable. Regardez, comment on en sort? J'ai une question d'Olivier qui ouvre peut-être une piste, Olivier, dans les Yvelines, qui vous demande, Thierry Breton, compte tenu aujourd'hui dans le contexte de concurrence internationale exacerbée, le modèle social français est-il encore soutenable? Mais non, il n'est pas soutenable. Il faut le préserver coûte que coûte. Mais on voit bien que quand on dépense, même si on revient à 6%, et là, je vais faire une uchronie, c'est-à-dire, je vais dire que on va se dire qu'on est déjà en 2029, pardon, parce que maintenant c'est le plan, 2029, à 3%. On se dit, waouh, ça y est, on est à 3%, c'est bien. 3%, on est presque à zéro. Mais 3% de déficit, ça veut dire qu'on a encore 100 milliards de dépenses de plus que ce qu'on gagne. Ça veut dire qu'on a encore 100 milliards qui vont abonder la dette. Donc ça veut dire que non, notre modèle social n'est plus tenable. Il faut donc qu'on s'assoie autour de la table pour voir comment on fait, maintenant, globalement, tout parti confondu, pour traiter ce problème. Et là aussi, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, avec les dinosaures herbivores et les tyrannosaures. Donc maintenant, il faut qu'on s'assoie tous ensemble, parce que c'est de notre pays dont il s'agit, c'est notre pays. Et si on continue à se dire encore un moment, monsieur le bourreau, alors on court à la catastrophe. Faut-il encore que nous ayons maintenant quelques politiques qui nous amènent sur ce chemin? Je l'appelle de mes voeux. Vous nous le disiez, au moment de la dissolution, vous étiez encore à Bruxelles. Oui. Et je crois que vous y étiez encore au moment où on a découvert que le déficit serait bien supérieur à ce qui avait été envisagé. Franchement, entre nous, on se dit tout depuis le début de cette émission, sans langue de bois. Vous l'avez vu, j'espère. Est-ce que la parole de la France est encore crédible, vue de Bruxelles, sur ces questions? Non mais, alors là, d'abord, il y a deux choses. Alors, je parle en tant que, je dirais, opérationnel. J'ai toujours été opérationnel dans ma vie, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit en tant qu'acteur public. Quand j'étais à Bercy, j'étais opérationnel pour baisser la dette. À Bruxelles, modestement, j'ai essayé d'être opérationnel là où j'étais. Et je vous parle en tant qu'opérationnel. À partir du moment où vous levez le pied, dans quelque organisation que ce soit, et les dérives s'installent. Notre pays, c'est pas injure que... C'était pas ma question, c'était la crédibilité de la parole française. Mais... Notre pays, depuis le mois de février, il est en attente d'élections. Donc on sait qu'en attente d'élections, ça a été les européennes, il fallait les têtes de liste, etc. Ça a été ensuite la dissolution, ça a été après les législatives. Donc finalement, pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois, notre pays n'a pas été, je dirais, gouverné avec la détermination qu'il faut pour prendre des mesures correctrices. Donc ces mesures, elles n'ont pas été prises, et on peut le comprendre, encore une fois, je jette la pierre à personne, donc il y a eu des dérives. Maintenant, je n'ai pas eu les chiffres moi-même, j'ai pas très bien compris les 7%, parce qu'on disait à 7%, moi j'étais plutôt à 6, dans mes calculs, 6,1. Bon, peut-être que si jamais on ne faisait rien, y aurait-il eu une dérive à 7%? C'est de là où on a vu effectivement ces montants de 100 milliards qui sont sortis un peu du chapeau. Voilà, je crois qu'on revient maintenant plutôt à 60 milliards. Il faut le faire. Il faut le faire. J'espère qu'on le fera surtout en baissant la dépense publique plutôt qu'en augmentant les impôts. Parce que le problème de la France, et alors surtout quand on vous dit, on va le faire, la baisse des impôts de façon temporaire. Si c'est temporaire, quand on lèvera cette temporalité, où seront les dépenses qui vont la compenser? Donc ce dont la France a besoin, c'est de revoir son modèle social et les dépenses publiques associées. Et de leadership, si je reprends le mot que vous avez le plus prononcé, je crois, dans cette émission. La prochaine fois que vous venez, Thierry Breton, on essaiera de trouver la traduction en français de leadership. Ça nous occupera. Merci à vous d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci à Amandine et Lucie de m'avoir accompagné et à Thomas en régie et à toute son équipe pour la réalisation de cette émission.